En installant le nouveau sol dans notre cuisine, ma femme ne m'a pas remarqué sous le meuble de l'évier lorsque sa sœur est venue lui rendre visite. Tu lui as dit que tu déménageais le mois prochain, a demandé sa sœur. Ma femme a répondu, hors de question. Je dois d'abord sécuriser ma promotion, ensuite je prends la moitié des comptes. Elles ont parlé du bon moment pour agir pendant que je restais là, allongé en silence, en train de travailler. J'étais furieux, mais j'ai terminé la rénovation sans rien dire sur ce que j'avais entendu. 5 jours plus tard, elle regrettait tout. Elle a dit, « Salut Reddit, ça fait des années que je vous lis sans jamais imaginer que je posterais ma propre histoire ici. Ce que je vais raconter est encore tout frais, et ça fait mal, comme si je venais de me cogner le pouce avec un marteau. Mais il faut que je le sorte. Accrochez-vous, ce n'est pas une réparation rapide. Je suis le mari de Catherine. Nous sommes mariés depuis 7 ans et nous avons acheté notre première maison il y a 3 ans. Ce n'est rien de luxueux, juste une maison avec 3 chambres, une bonne structure, mais tout était dépassé. Étant dans le métier de la rénovation, j'ai entrepris de la remettre en état, pièce par pièce. Notre relation, c'était comme cette maison, des fondations solides, une structure correcte, mais peut-être quelques éléments à améliorer. Du moins, c'est ce que je pensais. Le mois dernier, Catherine a commencé à laisser entendre qu'elle voulait que la cuisine soit terminée avant l'été. J'avais remarqué qu'elle se comportait différemment ces derniers temps, elle restait tard au travail, était collée à son téléphone, prenait ses appels dans une autre pièce. Des signes suspects, mais j'ai attribué ça au stress lié à sa promotion imminente. Stupide moi. Je pensais que finir la cuisine la rendrait heureuse, que ce serait une façon de lui montrer que je croyais en notre avenir. Alors, samedi dernier, j'ai commencé à arracher l'ancien sol en vinyle, un truc horrible des années 90 qui se décollait sur les bords. Le plan, c'était d'installer ces lames en vinyle qui imitent le bois. Catherine avait elle-même choisi la couleur, tout excitée par la façon dont ça allait s'accorder avec la nouvelle crédence que nous avions sélectionnée. J'avais déjà terminé la plupart de la démolition et je commençais à m'attaquer à la plomberie sous l'évier. Il fallait ajuster quelques tuyaux pour qu'ils s'adaptent à la profondeur des nouveaux meubles. J'étais allongé sur le dos, à moitié sous le meuble de l'évier, mes outils éparpillés autour de moi, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Catherine n'était pas censée rentrer avant le déjeuner, elle était partie bruncher avec sa sœur Hélène. Elles sont entrées en riant de quelque chose, visiblement pas conscientes que j'étais à portée d'oreille. J'étais sur le point de les appeler quand j'ai entendu Hélène demander, « Tu lui as dit que tu déménageais le mois prochain ?» Mon corps entier s'est glacé, comme si on venait de me verser un seau d'eau glacée dans le dos. Je suis resté figé, clé à molette en main, respirant à peine. Le rire de Catherine m'a donné la nausée. Hors de question, a-t-elle dit. Je dois d'abord obtenir ma promotion, ensuite je prends la moitié des comptes. Sa voix avait un ton que je ne lui connaissais pas, calculateur, froid. Le timing doit être parfait. Si je pars avant que la promotion ne soit confirmée, je risque de ne pas l'avoir. Mais une fois que c'est fait, c'est 20 000 € de plus par an dans ma poche. Hélène lui a demandé si elle n'avait pas peur que je découvre quelque chose. Catherine a simplement soufflé avec mépris et a dit que j'étais trop occupé à jouer avec mes outils pour remarquer quoi que ce soit. Elle a ajouté que j'étais prévisible, que ça me briserait mais que je ne riposterais pas. Puis elles ont commencé à discuter de la logistique. Catherine avait déjà trouvé un appartement. Elle avait commencé à déplacer lentement ses affaires personnelles chez Hélène. Elle avait même un compte bancaire séparé dont je n'avais aucune connaissance. Cette putain d'année ensemble, et elle parlait de moi comme si j'étais un idiot naïf qu'elle avait juste supporté pendant tout ce temps. La rage qui montait en moi était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Je serrais la clé à molette si fort que mes jointures sont devenues blanches, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait un bruit. Un instinct profond m'a dit de rester là, d'écouter, d'apprendre tout ce que je pouvais. Elles sont passées au salon, leur voix s'éloignait mais restait encore audible. Catherine s'inquiétait des comptes communs, se demandait comment maximiser ce qu'elle pouvait prendre. Hélène lui a suggéré de parler à son amie qui avait vidé les comptes de son ex lors de leur divorce. Elles ont discuté du putain de timing comme si c'était une opération militaire. Catherine voulait attendre après la fête d'anniversaire de mariage de ses parents le mois prochain, pour ne pas gâcher leur célébration. Quelle délicate attention. Je suis resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré qu'une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles décident de repartir finir leur journée shopping. Quand la porte s'est refermée, je suis sorti de sous l'évier, le torse vidé comme si on l'avait creusé avec une cuillère rouillée. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? On parlait justement de fonder une famille. Je mettais de l'argent de côté pour des traitements de fertilité, parce que Catherine souffre du syndrome des ovaires polykystiques.
Il y avait 15 000 € sur un compte, réservé exclusivement à notre futur enfant, à une famille qu'elle savait pertinemment qu'on ne construirait jamais. Je me suis mis à errer dans la cuisine à moitié détruite, l'esprit en ébullition. Ma première impulsion a été de faire mes valises et de disparaître avant qu'elle ne rentre, ou de la confronter dès qu'elle passerait la porte. Mais quelque chose m'a retenu. Plus je repensais à son assurance arrogante, à l'idée que je ne réagirais pas, que j'étais trop prévisible, plus j'étais déterminé à lui prouver le contraire. Alors j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, je suis retourné au travail. J'ai canalisé toute ma rage dans l'installation du sol. Quand Catherine est rentrée vers 18 h, j'avais déjà posé la moitié du nouveau revêtement, avec une précision mécanique qui m'aidait à rester sain d'esprit. Elle est entrée tout sourire, a dit que c'était magnifique, et m'a demandé si je voulais commander quelque chose à manger vu que la cuisine était en chantier. J'ai souri en retour et j'ai dit oui. Cette soirée était totalement irréelle. On a mangé de la nourriture chinoise sur le canapé, regardé une série sur Netflix que je n'arrivais pas à suivre, et elle s'est blottie contre moi comme si tout était normal. Elle a même initié un rapport plus tard, ce qui me fait maintenant me demander si c'était par culpabilité ou simplement pour maintenir l'illusion. J'ai fait semblant, sans rien ressentir d'autre que du dégoût et de la colère. Chaque contact, chaque faux sourire, c'était comme du papier de verre sur mon âme. Mais j'ai joué mon rôle. Je lui ai dit que je l'aimais avant qu'on ne s'endorme, tout en me jurant intérieurement qu'elle regretterait chaque mot que j'avais entendu. Impossible de dormir. Dès que sa respiration est devenue régulière, je me suis glissé hors du lit et j'ai entamé ma mission de reconnaissance. Son téléphone était verrouillé, mais je connaissais le mot de passe de son ordinateur portable. Rien de suspect dans les emails que j'ai pu consulter, mais en vérifiant nos comptes communs en ligne, j'ai remarqué des virements réguliers de 2 cents à 300 $ vers son compte personnel au cours des derniers mois. Des montants suffisamment petits pour passer inaperçus, mais qui s'accumulaient en milliers. J'ai tout photographié avec mon téléphone. La documentation serait essentielle. Vers 3 h du matin, j'étais assis sur le porche derrière la maison, en train d'envoyer un message à mon pote Anthony, faut qu'on parle au plus vite. Urgence mariage. Pas une blague. Il m'a répondu aussitôt, malgré l'heure, demain, déjeuner, comme d'habitude. Le matin suivant, j'étais de retour à la pose du sol avant que Catherine ne se réveille. Faire semblant d'être normal était le boulot le plus difficile que j'ai jamais fait, plus dur que n'importe quelle rénovation. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, a dit qu'elle avait de la chance d'avoir un mari aussi bricoleur, puis elle est partie travailler. Dès que sa voiture a quitté l'allée, je me suis écroulé contre les nouveaux meubles de cuisine, tremblant de colère et de trahison. Mais je n'allais pas être le pauvre type prévisible qu'elle croyait. La rénovation allait continuer, exactement comme elle le voulait, parfaite, magnifique, à la hauteur de ses rêves. Et pendant que je travaillais, je construisais autre chose aussi, le plan parfait pour qu'elle regrette un jour d'avoir pensé pouvoir me jeter comme un vieux revêtement en vinyle. Dimanche soir, j'avais terminé la majeure partie de la pose du sol. Le travail physique m'aidait à encaisser le choc. Chaque clou que j'enfonçais, c'était un bout de ma résolution que je fixais solidement. Chaque coupe mesurée était une étape calculée de mon plan en formation. Catherine était tout compliment et tendresse, elle m'a même apporté une bière pendant que je travaillais, et m'a parlé de son impatience de voir la cuisine terminée. Lundi, c'est là que les choses ont vraiment commencé à s'accélérer. Le déjeuner avec Anthony était exactement ce qu'il me fallait. On s'est retrouvés à notre sandwicherie habituelle, et dès que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il est passé de préoccupé à furieux en une seconde. Tu dois frapper plus fort qu'elle ne s'y attend, mec, m'a-t-il dit entre deux bouchées. Elle te croit prévisible. Montre-lui à quel point elle a tort. On a passé toute la pause à établir ce que je devais faire, séparer nos finances, documenter absolument tout, consulter un avocat avant qu'elle n'en ait la chance. Le frère d'Anthony avait vécu un divorce particulièrement sale l'année dernière, donc il avait déjà le plan d'attaque tout prêt. Son principal conseil ? Ne montre pas tes cartes trop tôt. Aligne tout d'abord. Ton seul avantage en ce moment, c'est l'effet de surprise. Ce soir-là, je suis retourné à la rénovation avec un nouveau but. Catherine m'a envoyé un message pour me dire qu'elle rentrerait tard à cause d'un dîner professionnel. Bien sûr. J'ai profité de ce temps seul pour commencer à agir. Premier appel, ma banque, où j'ai ouvert un nouveau compte personnel. Deuxième appel, un avocat spécialisé en divorce, conseillé par Anthony. J'ai pris rendez-vous pour une consultation mercredi, pendant ma pause déjeuner. En installant la dernière section du sol, j'ai trouvé l'ancien journal intime de Catherine derrière le réfrigérateur. Il avait probablement glissé là lors du retrait initial des meubles. J'ai honte de le dire, mais je l'ai lu.
Les entrées des 2 derniers mois confirmaient tout. Elle préparait ça depuis un moment. Elle écrivait qu'elle se sentait coincée, qu'elle était prête à passer à autre chose. Elle mentionnait plusieurs fois un gars du boulot nommé Ryan. Rien de clairement sexuel ou explicite, mais suffisamment d'allusions pour comprendre qu'il se passait quelque chose. L'entrée qui m'a le plus marqué datait d'il y a seulement 3 semaines. Elle y parlait à nouveau des traitements de fertilité, je me sens coupable, mais à quoi bon commencer ce processus si je pars bientôt? Ça ne ferait que compliquer le plan de sortie. Autant continuer à repousser. Ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison, elle sentait légèrement le vin et portait un maquillage fraîchement retouché. J'ai failli craquer. J'ai failli lui balancer le journal à la figure et regarder son monde s'effondrer. Mais je me suis souvenu du conseil d'Anthony, patience stratégique. Laisse-la croire que son plan fonctionne pendant que tu le détruis morceau par morceau. La cuisine est magnifique, chérie, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Tu es tellement douée. Ça va ajouter énormément de valeur à la maison. L'ironie ne m'a pas échappé. Une valeur qu'elle comptait bien encaisser sans moi. Je veux juste que tu sois heureuse, ai-je répondu, les mots me brûlant la bouche comme des cendres. Je le suis, a-t-elle menti droit dans les yeux, sans la moindre trace de remords. Je suis tellement heureuse avec toi. J'ai hoché la tête et je me suis remis au travail, incapable de la regarder sans que mon visage ne trahisse tout ce que je ressentais. C'est là que j'ai décidé, cette rénovation serait mon chef-d'œuvre, et ma vengeance serait tout aussi méticuleusement conçue. Mardi matin, Catherine est partie tôt au travail pour une grande présentation. J'ai appelé pour dire que j'étais malade et j'ai passé la journée entière à faire de la reconnaissance et des préparatifs. J'ai photographié tous nos documents importants, fait des copies de nos déclarations d'impôts, dressé l'inventaire de tous les objets de valeur dans la maison avec date d'achat et estimation de prix, vérifié les soldes de tous nos comptes et pris des captures d'écran. Mardi soir, j'avais une vision complète de notre situation financière et mon plan commençait à prendre forme. La cuisine était presque terminée. Il ne restait plus qu'à installer le nouvel évier et à poser la crédence. Catherine était excessivement flatteuse quand elle est rentrée, parlant déjà d'organiser un dîner pour montrer mon travail à nos amis. L'audace était incroyable. Elle planifiait une soirée avec des gens qu'elle continuerait à voir après s'être débarrassée de moi, dans la cuisine que j'avais construite pour elle. En la regardant à travers cette pièce à moitié achevée, j'ai compris à quel point j'avais mal interprété notre relation. Les fondations n'étaient pas solides. Elles étaient pourries jusqu'à la moelle. Quelque chose ne va pas, m'a-t-elle demandé en remarquant mon expression. Juste fatigué, ai-je menti. Je me donne à fond pour finir ça pour toi. Elle a souri, apparemment satisfaite de ma réponse. Ça va en valoir la peine. Cette cuisine va être incroyable. Oui, ai-je répondu en me tournant vers l'évier, tu n'as aucune idée à quel point elle va l'être. Alors que je travaillais tard dans la nuit, je l'entendais au téléphone dans notre chambre, voix basse, probablement en train de parler à Hélène de leur plan, ou peut-être à Ryan. À ce stade, les détails ne comptaient plus. Ce qui comptait, c'était ce que moi j'allais faire. Mercredi matin, j'avais déjà l'ossature de mon plan. 5 jours. C'est ce que j'estimais nécessaire pour tout aligner. 5 jours de jeu d'acteurs, de travaux, de préparation minutieuse. 5 jours avant que Catherine ne regrette chaque mot qu'elle avait prononcé sous cet évier. Et elle ne verrait rien venir. Putain. Je ne m'attendais pas à ce que mon poste explose comme ça. Merci pour tout le soutien et les conseils, Reddit. Voilà ce qui s'est passé dans les 5 jours qui ont suivi la découverte des plans de ma femme pour me quitter. Jour 1 mercredi. Le matin après mon déjeuner avec Anthony, je me suis réveillé avec une clarté étrange. Catherine était déjà partie, réunion matinale selon son message. La maison semblait différente, comme quand on est sur le point de rénover un bien et qu'on arrive à voir au-delà du chaos actuel ce qu'il pourrait devenir. Ma consultation avec l'avocate spécialisée en divorce m'a ouvert les yeux comme jamais. J'avais apporté des copies de tous nos documents financiers. L'avocate, directe et sans détour, a écouté mon histoire sans broncher. Elle m'a expliqué à quel point il était crucial que j'ai découvert les plans de Catherine avant qu'elle ne les mette en œuvre. Dans mon état, vider les comptes conjoints entre époux n'est pas techniquement illégal. Si Catherine avait tout pris la première, ça aurait été un cauchemar. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte personnel dans une autre banque, puis j'ai transféré exactement la moitié de nos économies communes, 37 000 $. Pas un sou de plus que ma part. Je ne comptais pas jouer salement comme Catherine le prévoyait, mais je n'allais pas être un paillasson non plus. De retour chez moi, je me suis remis directement à la cuisine. Le carrelage de la crédence était un motif en chevron que Catherine avait choisi, complexe et chronophage,
mais le rendu serait superbe. Catherine est rentrée vers 19 h avec encore du plat à emporter. Elle m'a parlé de sa promotion, qui pourrait arriver plus tôt que prévu. Aussitôt, ça a déclenché une alarme intérieure. D'après ce que j'avais entendu, tout son plan dépendait du timing de cette promotion. Elle m'a aussi montré une paire de chaussures qu'elle avait achetées en ligne, sa 3e ce mois-ci. L'ancienne Catherine faisait attention à l'argent. Cette nouvelle version vivait déjà comme si les comptes conjoints lui appartenaient exclusivement. Une fois qu'elle est montée à l'étage, j'ai envoyé un message à Anthony pour lui faire un compte rendu. Il a répondu immédiatement, bon début. Demain, on passe à l'offensive. Opération GTFO. Jour 2 jeudi. Ce jour-là était consacré à la documentation et à la collecte de renseignements. Oui, je sais comment ça sonne, mais quand ta femme prépare en secret ton éviction, tu deviens sérieux. Avant que Catherine ne se lève, j'ai pris des photos de tout ce qui avait de la valeur dans la maison. J'ai créé un tableau Excel avec la date d'achat de chaque objet et le nom de la personne qui l'avait acheté. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai discrètement consulté son agenda. Et là, je l'ai vu, rendez-vous avec Janine 13 h. Janine, c'est son amie qui a divorcé récemment, la même dont la sœur de Catherine disait qu'elle avait ruiné son ex pendant la séparation. Vers midi, j'ai installé un logiciel de surveillance parentale sur notre ordinateur portable partagé. Catherine l'utilisait plus souvent que moi, et j'avais besoin de savoir ce qu'elle prévoyait. En milieu d'après-midi, j'avais terminé la crédence et je commençais à poser les nouvelles poignées de placard des modèles noirs Mahor de prix que Catherine avait choisis. Anthony est passé après le travail avec des bières et des pizzas. On s'est installé sur la terrasse à l'arrière, là où les voisins ne pouvaient pas entendre. Je lui ai tout raconté. Je lui ai demandé si je n'étais pas en train d'exagérer. Il m'a regardé comme si j'étais le crétin du siècle. Il m'a rappelé le compte bancaire secret, l'appartement trouvé, le déplacement discret de ses affaires chez sa sœur. Quand on a entendu la voiture de Catherine dans l'allée, Anthony est parti par le portail arrière. Catherine est rentrée, presque euphorique. Elle m'a enlacé par la taille et m'a annoncé que la promotion était quasiment acquise, qu'elle recevrait l'offre officielle d'ici lundi ou mardi. Cette nuit-là, allongée contre moi dans le lit comme si tout allait bien, elle m'a demandé si la cuisine serait prête samedi pour un éventuel petit événement. J'ai répondu qu'elle serait terminée demain, en avance sur le planning. Après qu'elle s'est endormie, j'ai vérifié l'application de surveillance. De nouveaux emails entre Catherine et Hélène discutaient du bail de l'appartement. Catherine l'avait signé la veille. La date d'emménagement était fixée dans exactement 4 semaines. Jour 3 vendredi. Vendredi, c'était l'heure de l'intensif. La majorité de la cuisine était finie, mais il restait les touches finales, éclairage sous les meubles, joints, dernière retouche de peinture. D'abord, je suis allé chercher les bijoux de ma grand-mère dans notre coffre-fort, des pièces que Catherine portait parfois, mais qui ne lui appartenaient jamais vraiment. Je les ai emballées avec soin et déposées chez mes parents. Ensuite, je suis allé à la banque, j'ai fermé notre carte de crédit commune et ouvert une nouvelle carte à mon nom uniquement dans une autre banque. Pendant que j'étais en ville, j'ai aussi appelé la clinique de fertilité pour demander la fermeture de notre compte. Les 15 000 $ qu'on avait économisés pour les traitements seraient remboursés dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. J'ai fourni les coordonnées de mon nouveau compte personnel. De retour à la maison, j'ai terminé la cuisine. En installant la dernière moulure, j'ai ressenti une fierté étrange, presque tordue. J'avais construit quelque chose de magnifique, qu'elle aurait à peine le temps d'apprécier. Mais ce n'était pas encore fini. Il me restait une dernière touche à ajouter. J'ai soigneusement démonté le nouveau meuble sous l'évier, exactement celui sous lequel je me trouvais quand j'ai entendu leur conversation. À l'intérieur du mur, j'ai laissé un sac Ziploc scellé contenant une transcription imprimée de tout ce que j'avais entendu ce jour-là, ainsi que des copies du bail de l'appartement, des virements bancaires et de l'extrait de journal intime. Mesquin? Absolument. Satisfaisant? Vous n'avez pas la moindre idée. Quand Catherine est rentrée, elle a poussé un cri de joie en découvrant la cuisine terminée. Elle a dit que c'était encore mieux que ce qu'elle avait imaginé. On a commandé des sushis pendant qu'elle prenait des photos pour Instagram, #rénovation cuisine, #cuisine de rêve, #vie de couple épanoui. Plus tard, elle est descendue en lingerie à un ensemble que je n'avais jamais vu et a dit qu'elle voulait baptiser correctement la nouvelle cuisine. Pendant une seconde, j'ai failli tout révéler, lui dire que je savais tout. Mais je me suis rappelé, encore 2 jours. 2 jours seulement avant que mon plan soit complètement en place. Alors j'ai fait semblant, une fois de plus, en ne ressentant rien d'autre que du mépris à chaque contact. Plus tard, j'ai consulté de nouveau l'application.
Elle avait envoyé un message à Hélène, la cuisine est incroyable. Presque envie de culpabiliser pour le timing, mais pas vraiment. Il trouvera bien une autre maison à retaper LOL. Jour 4 samedi. Samedi matin, Catherine était toute excitée à l'idée de recevoir des amis le soir même pour leur montrer la cuisine. Pendant qu'elle était sortie faire du shopping, j'ai finalisé toutes mes préparations financières, j'ai modifié mes informations de virement automatique, fait des copies de tous les documents importants, téléchargé toutes nos photos depuis le cloud partagé. Anthony est passé pour m'aider à déplacer quelques-unes de mes affaires essentielles dans son garage. Rien que Catherine remarquerait tout de suite, mais des choses que je ne voulais surtout pas perdre dans le chaos de la séparation. Il m'a demandé si j'étais vraiment sûr d'attendre jusqu'à demain. Est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire avant qu'elle ne reçoive ses amis? Je lui ai expliqué ma logique, je voulais qu'elle ait son moment, qu'elle croie que tout allait parfaitement. Plus elle se sentirait au sommet ce soir, plus la chute de demain serait brutale. Vers 18h, les invités ont commencé à arriver. Hélène a été la première. Elle m'a fait une drôle d'accolade, un câlin presque compatissant, qui m'a laissé me demander jusqu'à quel point elle était au courant. La soirée en elle-même était irréelle. J'ai grillé des steaks, servi des verres, ri aux blagues, tout en regardant Catherine jouer son rôle de parfaite épouse comblée. Pendant le dîner, la conversation a dérivé vers les projets futurs. Un couple parlait de vouloir fonder une famille, et tout le monde nous a regardés. Sans la moindre hésitation, Catherine s'est lancée dans un discours sur le fait que nous allions justement commencer à essayer très bientôt. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. L'audace était hallucinante. Hélène a croisé mon regard à travers la table, un peu mal à l'aise. Au moins, elle avait la décence de ressentir une forme de culpabilité face à ce mensonge. Jour 5 à dimanche. Le jour final est arrivé avec une symbolique parfaite, des nuages noirs et des prévisions de violents orages. Catherine dormait encore quand je me suis levé pour faire du café. Je me suis installé à l'îlot de cuisine, admirant une dernière fois mon travail. J'avais planifié chaque détail de cette journée. Les parents de Catherine devaient venir déjeuner. Son idée, pas la mienne. Elle voulait leur montrer la cuisine elle aussi. Tout ce qui comptait pour elle serait là pour assister à ce qui allait suivre. En sirotant mon café, je me suis senti étrangement calme. La panique et la colère s'étaient transformées en quelque chose de plus solide, plus résolu. Je n'étais plus en train de poser du placo au milieu d'une tempête. J'étais en train d'ajouter la dernière, parfaite, moulure de finition à mon chef-d'œuvre de vengeance. Catherine est enfin descendue vers 9h, bâillant et me demandant si j'avais préparé assez de café pour elle. Elle n'a même pas remarqué mon humeur, trop occupée à vérifier son téléphone et à planifier le déjeuner. Ses parents devaient arriver à midi. Il me restait 3 heures à faire semblant. 3 heures avant de démolir la vie que Catherine pensait avoir construite avec soin. L'orage a éclaté juste au moment où ils sont arrivés, la pluie battant contre nos nouvelles fenêtres de cuisine. Je les ai accueillis avec un sourire. Décor dramatique parfait pour ce qui allait être la plus importante révélation de rénovation de toute ma vie. Et contrairement à Catherine, je n'avais pas l'intention de retarder mon propre jour de démolition. Pas une minute de plus. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé la fin de cette histoire. Eh bien, la voici. Le jour où ma femme a enfin compris qu'elle s'était attaquée au mauvais entrepreneur. Servez-vous un verre, celle-là est longue. Dimanche matin avait une atmosphère différente. Vous voyez ce calme avant qu'on ne détruise un mur? Quand tout est prêt, que les outils sont en place, et qu'on attend juste le moment où le marteau va frapper. C'était moi, assis à l'îlot de cuisine, buvant mon café, regardant les nuages s'amonceler à l'extérieur. Catherine est descendue vers 9h, encore à moitié endormie et totalement inconsciente de ce qui l'attendait. Elle s'est versé un café et a commencé à bavarder à propos des préparatifs pour le déjeuner avec ses parents. J'ai hoché la tête au bon moment tout en scrollant sur mon téléphone, vérifiant une dernière fois que tout était prêt. J'avais à peine dormi la veille, non pas à cause du stress, mais parce que je voulais me remémorer chaque détail de ce qui allait se passer. Cette année de mariage allait s'écrouler, et je voulais être pleinement conscient de chaque seconde. La mère de Catherine m'a envoyé un message disant qu'ils auraient 15 minutes de retard. Catherine était agacée, elle a toujours détesté quand son emploi du temps parfait était perturbé. Elle a commencé à couper des légumes pour une salade, en commentant à quel point les nouveaux plans de travail rendaient la préparation plus facile. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle admirait le travail artisanal d'une cuisine qu'elle pensait pouvoir savourer sans moi. Pendant qu'elle s'affairait, j'ai installé mon téléphone sur le rebord de la fenêtre, pointé vers l'îlot de cuisine. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Pas pour des raisons légales dans mon état, le consentement des deux parties est requis mais pour ma propre tranquillité,
pour le jour où Catherine essaierait inévitablement de réécrire l'histoire. Vers 12h15, la sonnette a retenti. Les parents de Catherine sont arrivés, trempés par la pluie mais tout sourire. Son père, Tom, a immédiatement commenté la peinture extérieure que j'avais faite l'été dernier. Sa mère, Diane, avait apporté des fleurs pour la table toujours aussi attentionnée. J'avais toujours bien aimé les parents de Catherine, ce qui rendait ce qui allait suivre encore plus difficile. Catherine les a guidés dans une grande visite de la cuisine, leur montrant chaque détail comme si c'était elle qui les avait créés de ses propres mains. Ses parents ont fait les bruits d'admiration appropriés. Tom a demandé combien cela avait coûté, et Catherine a balayé la question d'un geste, disant qu'on parlerait chiffres plus tard. J'ai failli éclater de rire. Elle n'avait aucune idée des chiffres que nous allions vraiment aborder. Dès que Catherine a terminé la visite, Diane a demandé quand nous allions inviter d'autres gens à la voir. Catherine a répondu que nous avions déjà reçu des amis la veille et qu'elle envisageait d'inviter son équipe de travail le week-end suivant. Je me suis contenté de sourire, sachant qu'il n'y aurait aucun dîner d'équipe le week-end prochain. Nous nous sommes tous installés autour de la table pour déjeuner. Catherine avait cuisiné la recette de lasagne de sa mère, l'un des rares plats qu'elle savait bien préparer. Pendant le repas, la conversation a naturellement dérivé vers la promotion imminente de Catherine. C'était le moment que j'attendais. Catherine s'est lancée dans un discours enthousiaste sur cette prochaine étape de sa carrière, sur l'argent supplémentaire que cela apporterait pour notre avenir. Elle m'a même pris la main en disant cela à l'ultime performance de la femme aimante. Son père a levé son verre pour porter un toast à son succès. Tout le monde a trinqué. Et dans ce moment de célébration, j'ai décidé qu'il était temps. Après avoir bu une gorgée, j'ai posé mon verre avec soin et j'ai dit que j'avais moi aussi une annonce à faire. Quelque chose à ajouter à cette belle célébration. Tous les regards se sont tournés vers moi, pleins d'attente. Catherine avait cette expression mi-curieuse, mi-agacée de voir qu'on interrompait son moment de gloire. J'ai souri et dit que j'avais découvert quelque chose d'intéressant sous l'évier le week-end dernier, pendant les travaux. L'expression de Catherine n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de confusion dans ses yeux. J'ai sorti mon téléphone, tapoté l'écran quelques fois, puis je l'ai posé au milieu de la table. L'enregistrement que j'avais fait a commencé à jouer. Les voix de Catherine et Hélène étaient parfaitement claires. Tu lui as dit que tu déménageais le mois prochain? Hors de question. Je dois d'abord obtenir ma promotion, ensuite je prends la moitié des comptes. J'avais coupé l'audio pour ne garder que les 30 secondes les plus accablantes. En l'écoutant, j'ai vu le sang se retirer du visage de Catherine. Ses parents se sont figés, leurs fourchettes arrêtées à mi-chemin de leur bouche. Quand l'enregistrement s'est terminé, un silence total s'est installé, seulement troublé par le bruit de la pluie contre les vitres. La mère de Catherine a été la première à parler, sa voix à peine audible, demandant si c'était bien elle qu'on entendait dans l'enregistrement. Le visage de Catherine a traversé une série d'expressions choc, gêne, puis finalement colère. Elle s'est tournée vers moi en me traitant de tous les noms. Comment osais-je enregistrer ces conversations privées? C'était illégal, je manipulais la situation, je sortais tout de son contexte. Je suis resté assis, silencieux, la laissant s'enfoncer encore plus avec chaque déni. Quand elle a enfin fini, je lui ai calmement expliqué que je n'avais pas enregistré leur conversation à l'origine. J'étais sous l'évier en train de travailler quand elles sont arrivées. J'avais tout entendu en direct. Son père a repoussé son assiette et lui a demandé si c'était vrai. Est-ce qu'elle comptait vraiment partir? Avait-elle déjà loué un appartement? Était-elle en train de vider les comptes? Catherine a commencé à pleurer alors, mais ce n'était pas des larmes sincères, c'était ce type de pleurs manipulateurs qu'elle avait déjà utilisé dans le passé quand elle était prise en flagrant délit. Elle a prétendu que j'étais un mari horrible, que je la négligeais depuis des années, que j'étais émotionnellement absent. Toutes ces accusations sorties de nulle part. Sa mère lui a pris la main à travers la table et lui a demandé pourquoi elle ne leur avait jamais parlé de problème dans notre mariage. Catherine a balbutié une excuse sur le fait qu'elle ne voulait pas les inquiéter, et j'ai vu qu'elle essayait de retourner la situation, de se faire passer pour la victime. C'est alors que j'ai dévoilé tout le reste. Le compte bancaire secret. Le bail de l'appartement qu'elle avait déjà signé. Les bijoux et objets personnels qu'elle avait discrètement déplacés chez Hélène. Les messages et emails où elle planifiait comment maximiser ce qu'elle pourrait prendre de nos finances communes. À chaque nouvelle révélation, les parents de Catherine semblaient de plus en plus horrifiés. Son père n'arrêtait pas de secouer la tête, incrédule. Sa mère pleurait en silence. Catherine a tenté un dernier angle désespéré, elle a dit qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre, que c'était pour ça que je faisais tout ça. J'ai simplement ri et ressorti mon téléphone.
J'ai fait défiler l'écran pour lui montrer les captures d'écran que j'avais prises de ses messages avec un certain Ryan, un collègue. Rien d'explicitement sexuel, mais suffisamment de messages équivoques pour comprendre qu'il se passait quelque chose d'inapproprié. Son père s'est alors levé. C'est un homme à l'ancienne, avec un sens moral très fort. Il a dit à Catherine que lui et sa mère devaient partir, qu'ils avaient besoin de temps pour digérer tout ça. La déception dans ses yeux était dévastatrice, pas pour moi, mais clairement pour Catherine, qui avait toujours été sa petite fille parfaite. En rassemblant leurs affaires, sa mère m'a pris dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était désolée. Son père m'a serré la main fermement et a dit qu'il me rappellerait plus tard. Aucun des deux n'a pu regarder Catherine en face en sortant. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, les fausses larmes de Catherine ont disparu. Elle est passée en mode attaque totale, hurlant que j'avais tout gâché, que j'avais détruit sa relation avec ses parents, que je ne comprendrais jamais pourquoi elle avait besoin de partir. Je suis resté là, étrangement calme, pendant qu'elle s'effondrait. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, je lui ai dit que j'avais une dernière annonce à faire. Pendant qu'elle préparait sa stratégie de sortie, moi, j'en mettais une autre en place. Je lui ai expliqué que j'avais déjà transféré la moitié de nos économies sur un compte à mon nom uniquement, que j'avais fermé nos cartes de crédit communes, que j'avais contacté la clinique de fertilité et redirigé les 15 000 $ qu'on avait mis de côté vers mon compte personnel. Je lui ai dit que j'avais documenté chaque objet de valeur dans la maison, avec preuve d'achat et de propriété. Son visage est passé de la colère à la panique, au moment où elle a compris ce que cela signifiait. Son plan entier pour me prendre par surprise et me dépouiller financièrement venait d'être totalement saboté. Elle a saisi son téléphone, probablement pour vérifier nos comptes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle l'a fait tomber 2 fois avant de réussir à se connecter. Je l'ai regardée pendant que la réalité s'abattait sur elle, la moitié de notre argent avait déjà disparu. Légalement disparu. Transféré vers des comptes auxquels elle n'avait aucun accès. C'est laquelle a changé de tactique. Tout à coup, elle s'est mise à sangloter, disant que tout ça avait été une erreur, qu'elle était confuse et effrayée pour notre avenir, que c'était Hélène qui lui avait mis ses idées en tête, qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention d'aller jusqu'au bout. Je lui ai posé des questions sur le bail de l'appartement, le compte bancaire secret, les affaires personnelles déjà transférées chez Hélène. Elle n'avait aucune réponse. Et puis, dans ce que je ne peux décrire que comme le summum du désespoir, elle a tenté une dernière approche. Elle s'est approchée, a posé sa main sur mon torse et m'a dit qu'on pouvait surmonter tout ça, qu'elle était désolée et qu'elle voulait essayer à nouveau, que la promotion signifierait plus d'argent pour nous deux. J'ai reculé et je lui ai dit que j'avais déjà consulté un avocat spécialisé en divorce, que les papiers étaient prêts à être déposés dès demain matin. Et j'avais même été généreux, je ne demandais pas de pension alimentaire, malgré le fait que je l'avais soutenue pendant ses études supérieures au début de notre mariage. Tout ce que je voulais, c'était une séparation nette et ce qui me revenait équitablement. Le regard qu'elle m'a lancé à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. C'est là qu'elle a compris qu'elle m'avait complètement mal jugé, qu'elle s'était trompée en croyant que je serais prévisible, que je ne me défendrais pas. Alors qu'elle pensait pouvoir me jeter, j'étais 10 coups d'avance sur elle depuis le début. Elle m'a demandé où j'allais aller. Je lui ai dit que j'avais déjà prévu de rester chez Anthony pendant quelque temps, le temps de trouver un nouveau logement, et que je commencerais à déménager mes affaires dès aujourd'hui. Catherine m'a suivi à l'étage, essayant encore différents angles pour sauver la situation. Elle s'inquiétait de ce que les gens allaient penser, de l'impact que cela aurait sur sa promotion si l'on apprenait qu'elle avait perdu la maison qu'elle aimait tant. Pendant que je faisais ma valise avec mes vêtements, je lui ai expliqué que je n'avais aucune intention de parler mal d'elle à nos amis ou à ses collègues. Ce n'est pas mon genre. Mais je ne mentirais pas non plus si quelqu'un me demandait ce qui s'était passé. Quand j'ai fini de préparer l'essentiel, je suis redescendu, avec Catherine toujours derrière moi, alternant entre menaces et supplications. Je me suis arrêté dans la cuisine pour un dernier instant. J'ai regardé autour de moi, contemplant l'espace magnifique que j'avais créé, et je lui ai dit que je lui avais laissé une dernière surprise. Quelque chose qu'elle ne découvrirait que si la cuisine était un jour rénovée à nouveau. Je ne lui ai pas dit ce que c'était, mais que cela servirait de capsule temporelle pour marquer la fin de notre mariage. Le fait de ne pas savoir la rendrait folle exactement comme je l'avais prévu. Chaque fois qu'elle utiliserait cette cuisine, elle se demanderait quel message j'avais laissé caché dans les murs, quelle preuve ou quel mot était scellé derrière les carreaux de la crédence ou sous le meuble de l'évier. Avant de partir, je lui ai remis un dossier contenant des copies de tout ce que j'avais découvert, le bail de l'appartement, les relevés bancaires, les messages, les extraits de journal intime. Je lui ai dit que les originaux étaient stockés en lieu sûr. Pas comme une menace, mais pour qu'elle comprenne qu'il était inutile de nier ce qu'elle avait fait. En chargeant ma valise dans mon pick-up,
La pluie s'était arrêtée et une lumière pâle perçait à travers les nuages. Catherine se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le mascara coulant sur ses joues. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un pincement au cœur pour ce que ça aurait pu être. 7 ans, c'est long à passer avec quelqu'un, même si les fondations se révèlent pourries. Je suis monté dans mon camion et j'ai roulé jusqu'à chez Anthony. Il m'attendait sur son perron avec une bière pour chacun de nous. Pas de questions, pas de « je te l'avais bien dit », juste un soutien solide au moment où j'en avais le plus besoin. Ce soir-là, Catherine a inondé mon téléphone de messages. D'abord en colère, puis pleine de remords, puis désespérée. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. Sa sœur Hélène a appelé 2 fois. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. La mère de Catherine m'a envoyé un simple message pour dire qu'elle pensait à moi et espérait que j'allais bien. J'ai dormi mieux cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis une semaine, même dans le lit d'appoint tout bosselé d'Anthony. Le soulagement de ne plus avoir à porter ce secret, de ne plus avoir à faire semblant, était indescriptible. Lundi matin, mon avocate a officiellement déposé les papiers du divorce. Lundi après-midi, la promotion de Catherine a été officiellement annoncée. Je l'ai vue sur LinkedIn. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait, elle a obtenu ce qu'elle voulait sur le plan professionnel le même jour où sa vie personnelle s'est complètement effondrée. Dès mardi, elle avait retiré son statut de relation sur Facebook. Ça fait maintenant 3 semaines. J'ai trouvé un petit appartement, plus proche de mon travail. Je me suis plongé dans différents projets, je m'occupe pour ne pas trop ressasser. Certains jours sont plus durs que d'autres. On n'efface pas cette année du jour au lendemain. Catherine a essayé de me recontacter à plusieurs reprises, elle s'est même présentée une fois chez Anthony pour me chercher. Je suis resté sans contact, sauf par l'intermédiaire de l'avocate. C'est plus simple ainsi. Les amis ont, comme prévu, pris parti. Certains amis communs ont été choqués, d'autres ont avoué qu'ils avaient senti que quelque chose n'allait pas. Quelques-uns ont essayé de jouer les médiateurs, suggérant qu'on devrait tenter une thérapie de couple. Leurs intentions sont bonnes, mais ils ne comprennent pas que certaines fondations sont trop compromises pour qu'on puisse reconstruire dessus. Hier, je suis passé devant notre maison et j'ai vu un panneau, à vendre, planté dans la pelouse. Il semble que Catherine ne veuille plus vivre dans la cuisine que j'ai construite pour elle, après tout. Peut-être qu'elle ne supporte pas de savoir qu'il y a quelque chose de caché dans les murs. Peut-être que cet espace contient trop de souvenirs. Ou peut-être qu'elle a simplement besoin d'argent maintenant que sa stratégie de sortie s'est effondrée. Quelle qu'en soit la raison, voir ce panneau m'a donné l'impression d'assister à la dernière étape de la démolition. La structure qu'était notre mariage a été complètement démantelée, jusqu'à la terre nue. Et vous savez quoi? Je suis prêt à commencer un nouveau projet. Sur des fondations solides, cette fois.